Bonsoir et bienvenue. Et puis on va continuer. Isabelle est arrivée. Frédéric, on attend Frédéric. Et donc je reviens à ma petite intro, si vous le permettez, qui était une série de design open. Ce sont des rencontres qui nous permettent d'ouvrir le design au sens large et multidimensionnel. Le design dans ses pratiques a plusieurs types d'activités et on a tendance dans différentes parties du monde à le canaliser. On a certaines visions du design qui méritent d'être visitées. Et les 15-20 dernières années de nos activités dans le monde du design de l'innovation montrent que ces dimensions plurielles sont mises en exergue, mais il y a des inerties dans le monde de l'éducation, dans certaines entreprises. Et Design Open est là pour essayer de proposer des réflexions sur ces multiples visions du design. Et nous avons ce soir 4 intervenants qui vont nous donner leur point de vue. Et à partir de là, on va interagir, on va connecter certaines notions, on va peut-être avoir des frictions, on va avoir des points de vue qui vont être en contradiction. Et c'est ce qui va faire, je pense, la richesse de ces échanges. On a ce soir la première, et ensuite on aura le 23 septembre une autre édition de Design Open, et ensuite une en décembre. Et donc ça nous fait déjà une petite saison avec 12 intervenants. Je m'appelle Alok Nandi, je suis basé à Bruxelles et je participe au lancement des Design Open depuis déjà un certain temps et j'essaye de veiller à ce qu'il y ait une pluralité dans les points de vue, dans les interactions. Et si vous allez sur designopen.in, pour ceux qui parlent en anglais, vous allez voir qu'il y a plus de 80 intervenants qui ont proposé des matériaux assez fascinants. Ce soir, on a décidé de lancer Design Open en français parce qu'une des hypothèses, c'est qu'il y a nécessité dans le monde francophone de renforcer la pluralité des récits sur le design. J'entends des légers retours sonores, j'espère que ça vous va. Est-ce que vous nous entendez? Tout va bien? Je pense qu'on va pouvoir commencer dans quelques secondes. Donc, je rappelle le dispositif. Nous avons 4 intervenants. Chaque intervenant a environ 7-8 minutes pour déplier leur vision du design, leur parcours, c'est en interrelation, certaines réflexions, qu'est-ce qui les subjugue dans le monde du design, qu'est-ce qui les irrite, qu'est-ce qui les passionne. Et ensuite, à partir de là, nous allons commencer à interagir. Il y a Subhajit qui a levé sa main. Est-ce qu'il y a quelque chose de brûlant? On va essayer de voir comment contrôler ce feedback sonore, cette boucle sonore. Et Frédéric nous a rejoint. Bienvenue Frédéric, tu nous entends? Ouais, bienvenue. Bonjour à tous. Super. Excusez-moi. Tous les intervenants sont là, le public est là. Cette session est enregistrée et vous aurez l'occasion de partager après les échanges avec ceux qui vont le découvrir par ailleurs dans le futur. Comme je le disais en début d'intervention, certains de notre public est en Inde, francophile et pas francophone courant. Et on se posait la question avec Julie, tiens, est-ce qu'on ralentit ou pas le tempo dans nos interventions? Et là, j'ai suggéré qu'on continue à parler avec notre rythme naturel. J'espère que moi-même, je ne parle pas trop vite, mais je sais que Julie parle peut-être plus vite que moi, mais ça fait partie de la beauté de la langue française. On a 4 intervenants, je disais, et la première intervention va nous être donnée par Benjamin Lemarié. Benjamin est basé à Rennes et paradoxalement, Benjamin est quelque part plus indien que moi, si je peux me permettre. Je suis né au Congo de parents indiens, mais je n'ai jamais vécu en Inde. J'ai été une 50aine de fois, donc si on cumule, ça fait un certain nombre de mois. Mais Benjamin, lui, est un
un indophile, indomaniaque peut-être, et il va nous partager son parcours et sa pratique de designer avec déjà un point d'accroche qui est fascinant, c'est le nom de sa structure, ici, là-bas. En bengali, ici, là-bas, c'est Eikene Oikene. En japonais, c'est Koko Soko. Et donc, c'est assez amusant ce ici, là-bas, ici en francophonie, là-bas en indophonie. Je dis indophonie parce qu'en Inde, il y a 22 langues. Et si pour certains d'entre vous qui connaissez l'Inde, vous avez vu les films de Satyajit Ray, il y a un film de Ray qui est adapté d'un roman de Tagore, La maison et le monde. Et Tagore, au début du XXe siècle, et ensuite Satyajit Ray dans les années 80, portait une réflexion sur les interrelations entre la maison qu'est l'Inde et la planète qu'est le monde. Et dans Design Open, Vivre, la motivation que j'avais en portant cette programmation ici, c'est comment fait-on interagir notre maison, notre ici, avec un là-bas, et comment ce là-bas va nous faire revisiter notre ici. Benjamin, à toi la parole, vu que j'ai commencé à élaborer rien que sur le nom de ton entreprise. Ok, ben, merci Alok. Donc, en gros, la logique, c'est vivre, vivre. Ok, ok. Donc là, je vais aller sur ce sujet-là un petit peu. Mais alors, sans oublier l'imparfait. Je souhaite aujourd'hui mettre en avant les forces de l'imparfait. Je veux dire par là, les forces qui ne sont pas parfaites. La fameuse imperfection que tout le monde fuit, celle qui fait honte, celle qui ne rassemble pas, celle qui casse une dynamique de groupe, celle qui déstabilise un groupe. Oui, être imparfait de nos jours, ça n'a pas trop la bonne presse. Et moi, je veux surtout que vous compreniez qu'il ne faut surtout pas l'effacer, cette imperfection qu'on a tous en nous. Et surtout qu'on a tellement de défis aujourd'hui et demain à répondre que si on commence à mettre de côté une partie de notre énergie dite négative, cette imperfection, eh ben, ça sera encore plus compliqué. Donc moi, ce que je vais essayer de vous parler de ça, cette imperfection qu'on a tous, ben, voilà, j'aimerais bien qu'on en fasse une force. Et dans le design, ça me paraît très important. Parce que moi, au quotidien, en tant que designer, design manager, tous les jours, je vis avec ces imperfections que j'ai et que mes clients ont. Et j'essaye d'en faire une force commune, utile. Mais tout ça a commencé en 2005. En 2005, je finissais un an de collaboration avec Decathlon pour mon projet de fin d'études des arts décoratifs de Paris. Donc, un an où j'ai pratiqué un design qu'on peut dire bien rodé, une méthode design ultra bien rodée, fluide, assez lisse, très performante en soi, très claire, très rassurante, voire d'apparence un peu parfaite pour un jeune designer que j'étais. Donc ça a fini un cycle pour moi. J'ai fini mes années d'école et j'ai entamé mes années après, en 2005, mes premiers débuts de professionnel. Et j'ai décidé de partir en Inde, où j'ai eu la chance d'intégrer une agence de design indienne qui s'appelle Idiom, où il y avait environ, je crois, 100 personnes à bosser là-bas et 2 Européens. Mathieu, qui était avec moi à l'école, et voilà, donc avec moi-même, on était donc les deux Européens. Et Idiom, en fait, c'est une vraie fourmilière. C'est une ambiance de travail incroyable. On bosse 6 jours sur 7, beaucoup de jeunes professionnels. Bon, c'était intense, émotionnellement, c'était dense, c'était plein de chocs culturels. Et c'était vraiment, pour le gamin que j'étais, c'était vraiment top, quoi. Et en fait, Idiom, juste pour comprendre un peu le contexte, c'est une boîte de design qui est spécialisée dans le service, design de service, d'identité de marque, de produits. Et l'objectif pour eux au quotidien, c'était de designer un peu pour cette classe, cette middle class indienne qui était énorme, qui est énorme, qui est gigantesque même. Et moi, je suis atterri là-dedans et on m'a demandé, avec mon bagage scolaire à l'époque, de travailler sur des produits du quotidien indien.
Et donc, je ne connaissais rien à l'Inde. Et on a dû se débrouiller avec Mathieu pour appliquer la belle méthode design, celle que l'on avait appris. Et c'est là que je reviens avec cette problématique de parfait versus imparfait, énergie positive versus énergie négative. Moi, là-bas, quand j'ai commencé cette vie professionnelle, on m'a donné des responsabilités directement, donc c'était cool, mais c'était compliqué. Déjà en France, quand on débute comme ça, qu'on te donne des responsabilités, c'est pas simple. C'est pas simple. Et bon, en Inde, c'est encore plus complexe quand tu es français. Et donc, surtout les premières semaines. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu de la part de tous mes collaborateurs, les designers, les ingénieurs, tout ça, beaucoup d'énergie. Et mon réflexe primaire a été de faire un tri. Énergie positive, poubelle verte, énergie négative, poubelle jaune. En gros, c'est ça. J'ai essayé d'être assez efficace et j'ai fait cette belle erreur de faire une sélection de toutes ces envies, cette motivation qu'avaient tous mes collaborateurs. C'est des motivations de collaboration, d'aide, d'apprendre, de juger, de casser, de défier, d'ignorer. Et tout ça, en fait, et, et en fait, c'est ça. En fait, comme là, à ce moment-là, il est un peu imparfait. Il faut savoir vivre avec. Et là, j'essaie de trouver une solution pour retrouver le fil de ma discussion. Et donc, moi aussi, de mon côté, j'avais des préjugés un peu pareils et j'étais pas hyper à l'aise. Et donc, j'allais trop facilement dans le tri. Et donc, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est de casser avec cette dynamique qui était un peu négative, de toujours essayer d'aller vers tout ce qui était qualitatif, tout ce qui était positif, tout ce qui était facile au final, parce que c'était beaucoup plus simple pour moi d'aller vers tout ce qui est performant facilement. Donc, j'ai décidé de trouver un nouveau mécanisme et j'ai été vers un mécanisme d'ouverture envers les autres et sur moi-même aussi, d'accepter de voyager dans l'imperfection de chacun. Alors, c'est là un peu dans l'imperfection, dans tout ce qui est perturbant, dans tout ce qui est inexact, car cela m'a permis de consolider un point de vue, me permet même aujourd'hui d'avancer, parce qu'au final, je ne suis pas dans les préjugés trop simples. J'essaie de donner une chance, en fait, à tout ce qui est imparfait. Et depuis ce jour, je redouble d'énergie pour favoriser les ponts entre des personnes qui ont des cultures, des visions différentes, en faisant le pari que cela soit constructif, gagnant, et bien sûr créatif. Selon moi, l'approche design, le métier de designer est propice à ça, à faire ces ponts. Et je trouve que voilà, quand j'étais en Inde, là, je vais donner deux exemples. Après, voilà, c'est quand j'étais en Inde, on me demandait souvent de réaliser des prototypes. Donc, je n'étais pas tout seul. Heureusement, j'étais avec une équipe et avec un savoir-faire. Mais j'étais quand même frustré. J'étais assez négatif. Je n'étais pas à l'aise avec ce qu'on me proposait, les résultats, tout ça. Il y avait le rythme et tout ça. Je voyais beaucoup d'imperfections. Mes collaborateurs, pourtant, semblaient motivés, mais voilà, moi, ça a commencé à m'agacer. Et à un moment, je me suis dit, tiens, je vais aller avec un de ceux-là et je vais aller sur sa moto et j'ai été dans la rue avec lui, parcourir la banlieue de Bangalore et j'ai découvert au final sa perfection, un mec hyper parfait. C'est qu'il avait une capacité à changer de dialecte selon son interlocuteur, comme vous savez, il y a beaucoup de langues en Inde et il avait une capacité à retenir l'endroit où était telle et telle matière, telle et telle compétence d'un artisan. Et là, je me suis dit, mais au final, ce mec, c'est un surhomme. Et je n'étais pas du tout au point sur la capacité et le besoin aussi. Et donc, c'était moi qui étais imparfait sur ce coup-là. Et pour faire vite, pour finir, parce que je vois le temps qui tourne, en France aussi, tout ça m'a servi. Ça a été un déclic pour moi. Et en France, désormais, dès que dès que j'engage un projet avec une organisation, en fait, souvent, on demande à un référent projet de constituer une équipe créative. Et spontanément, celui-ci
fait son tri naturel. Et nous, on l'encourage à inviter au final des membres qui, selon lui, sont peut-être peu constructifs à première vue, mais que nous, on pense que la méthode design et sa dynamique peut fédérer autour d'un projet. Donc, au contraire, n'ayons pas peur de ce qui est imparfait. Et vraiment, et souvent, en plus, on a remarqué que souvent que les désaccords dans une équipe, c'est souvent lié à un problème de communication. Donc, si c'est que ça va. Pas trop compliqué. Donc, juste pour conclure, pour moi, il faut donner une chance à notre imparfait et celui des autres, car on n'est pas à l'abri de se faire surprendre positivement. Mais, j'insiste, mais ça ne veut pas dire qu'il faut adhérer toujours à cette imperfection. Il faut juste lui donner sa chance. Voilà. Merci. Merci Benjamin. Et là, tu permets déjà de lancer les réflexions. Avec cette notion de parfait et d'imparfait, le fait que tu l'aies illustré par ton petit parcours en moto dans les rues de Bangalore et que tu as vu cette personne en train de naviguer dans des contextes multiples, ça me donne comme réflexion, ce que j'essaye d'avancer toujours, c'est que le design est une pratique contextuelle. Et cette personne-là a la capacité, de manière fluide et plastique, de s'adapter à ce contexte. Et sa notion de perfection, comme tu l'as souligné, est complètement différente de notre notion dans certaines contrées ici. Perfection dans la fluidité ou dans perfection dans l'objet nous donne des échelles de lecture différentes. Et je suis sûr que Julie, Isabelle, Frédéric vont nous permettre, et tous ceux qui sont dans cette salle vont nous permettre de réagir, interagir sur ces notions-là. Donc, on va passer la parole aux autres intervenants et puis on va revenir sur ces notions. Juste vous rappeler que Benjamin a travaillé avec Sonia, qui est avec nous. Sonia ne parle pas encore français, malgré la présence de Benjamin en Inde. Et que Idiom que tu mentionnais est devenu Spread. Et donc, cette entreprise multidisciplinaire a en effet été confrontée à la mise en œuvre d'espaces commerciaux, d'objets, de services et autres, avec des équipes qui allaient, quand toi tu y étais, c'était 100 personnes, mais ça allait jusqu'à 200 personnes. Et donc, merci d'avoir partagé avec nous cette aventure indienne. Je pense que je peux le faire, un Breton en Inde qui a survécu à l'Inde et qui a retourné en Bretagne, si tu le permets. Merci Benjamin. On va passer la parole à Julie. Julie, elle est le Zoom de Lyon et elle va nous donner ses réflexions. Je rappelle que ce Design Open est une collaboration avec Blend Web Mix, qui est une conférence qui vient de se tenir à Lyon lundi et mardi. Conférence aussi multidisciplinaire, mais avec un axe ou un fil rouge qui est le numérique, ou qui était le numérique parce que les choses évoluent tellement. Et Julie en est une des coprogrammatrices, notamment sur la facette design. Et Julie est une designer indépendante qui a aussi une vue sur une pratique systémique du design, si je peux me permettre d'avancer sur l'approche que Julie a, mais elle va nous en dire plus. Julie, la parole est à toi. Pour tous les autres, avant que tu prennes le micro, Julie, n'hésitez pas à mettre vos questionnements, vos réflexions, vos interrogations dans le chat. Et puis, on va utiliser ça comme matériau pour interagir et converser. Voilà, Julie. Merci beaucoup, Alok. Merci pour l'introduction. Et merci aussi à Benjamin. Alors, je tiens à le préciser, aucun des intervenants ne s'est consulté avant cette conférence et pourtant, c'est très étonnant comme les sujets se recoupent entre nous, déjà entre Benjamin et moi, je trouve, mais je pense aussi entre Frédéric et moi, puisque je vais parler d'éducation à distance et de ce que j'ai pu constater comme irritant et comme engageant à travers cette dernière année d'enseignement à distance. Donc, pour me présenter, Alok l'a dit, je m'appelle Julie Girardot, je suis à Lyon. Je me présente en disant, pas forcément que je suis designer, mais que je suis parfois designer.
Ça me permet en fait de faire intervenir un de mes leitmotivs, on pourrait dire, qui est le leitmotiv de la posture. En effet, le design, c'est plutôt, comme l'a dit Alok, une pratique contextuelle, une expertise, mais contextuelle, et donc qui est vouée à bouger, s'améliorer, évoluer. Quant à la posture, elle est plus fixe, elle est plus engagée, ancrée, et c'est aussi comme ça que moi je me définis en tant que professionnelle et en tant qu'intervenante auprès de mes étudiants. C'est d'abord et avant tout de par ma posture. Et cette posture, elle me permet de parler aujourd'hui de la posture aussi enseignante, la posture qui transmet et qui, cette dernière année, a transmis à distance. J'aimerais d'abord poser une première question à l'ensemble des intervenants, et ça fait partie des sujets dont on pourra peut-être discuter plus tard, mais j'aimerais savoir si eux-mêmes ont eu l'expérience ou ont reçu une transmission à distance depuis cette dernière année, et comment cette expérience s'est passée. Parce que pour moi, cette transmission, elle a été irritante, elle a été frustrante. La transmission, pour moi, c'est typiquement une posture de l'entre-deux. Transmettre, c'est être hors de soi pour aller vers l'autre, pour engager du savoir, de la culture vers autrui. Mais c'est aussi accueillir autrui vers soi. Et c'est d'être dans cet espace de marge d'entre-deux, qui implique également une certaine proximité qui serait physique. Donc dès lors, on a un problème, ou peut-être un faux problème, qui est la transmission à distance, la transmission à travers un écran. Est-elle possible? Est-elle envisageable? Est-elle complète? Et puis, la transmission à distance, c'est une chose en soi, mais la transmission à travers un écran, pour moi, c'en est une autre. Et là, je rejoins un peu le discours sur les imperfections, la perfection et les imperfections, mais pour moi, nos écrans et toute la technologie qu'il y a derrière, même si elle est très, très avancée, elle reste encore imparfaite. Et les espaces perfectibles sont eux-mêmes des espaces d'imperfection, si je puis dire. Dans le sens où nos écrans sont des objets clos, cadrés, cadrés, décadrés, je pense que Alok voit de quoi je parle, mais des espaces cadrés et plats, dans lesquels le contenu qui nous est transmis reste plat, ne s'engage pas dans l'espace physique de la transmission, ne s'engage pas dans l'entre-deux. Et pour moi, ce problème-là vient avant tout d'un manque crucial d'espaces d'imperfection qui sont les marges. Les marges telles qu'on les entend dans nos livres, les marges blanches, les espaces vierges, où en fait, ces espaces vierges invitent à la réflexion, à la pause, à la prise de recul sur les contenus. Elles invitent un peu à la pensée critique, on pourrait dire, à la pensée qui se construit, donc qui du coup n'est pas segmentée, formatée pour convenir à des blocs, des formats de contenu optimisés. La marge, elle laisse la pensée telle qu'elle, même imparfaite. Et ce serait peut-être ma deuxième question aussi pour vous, pour l'ensemble du public également, c'est ces marges physiques qu'on engage dans nos interactions avec l'ensemble des objets qui transmettent. Comment pourrait-on faire pour les recréer dans nos espaces numériques, dans nos écrans? Comment fait-on pour ramener de l'espace
pour faire avancer l'esprit critique, qu'il soit personnel ou plus mis en commun, dans des écrans et les contraintes qu'ils impliquent. Voilà. Merci Julie. Les deux réflexions, outre les deux questions que tu as posées, et là Frédéric va devoir plonger et s'attaquer à ces matériaux. Les deux réflexions que je me permettrais d'adopter en contrepoint des deux interventions, celle de Benjamin et la tienne, ce sont deux idées qui sont fort présentes au Japon. Lorsqu'on travaille la céramique japonaise, le fait qu'il y ait des imperfections démontre de la qualité de la vie du présent dans le rendu de la céramique. Et je souhaitais mettre ça en résonance avec les marges dont tu parles, Julie, ou la notion de mu au Japon, le vide qui est plein, la densité du vide, et qui permet de réfléchir aux entre-espaces. Et on devient philosophique lorsqu'on parle de ça, mais comme je le disais dans une intervention à Lyon, faire du design, c'est faire de la philosophie avec les mains, et je pense qu'en tant que designer, on est obligé de réfléchir les systèmes de multiples manières. De là, on va prendre du recul et on va passer à Nantes, pardon, où Frédéric, si je ne me trompe pas, tu es à Nantes et pas sur une autre partie de la planète. Et tu Non, vas non. nous donner un point de vue nantais, mais tu vas nous faire voyager à travers la planète. Parce que l'école de design de Nantes, où tu es actif, a une série d'antennes, si je peux utiliser le terme antenne, en Inde, au Brésil, et je salue au passage Fernando qui est au Brésil, parce qu'il y a une école de design nantaise qui est représentée au Brésil, mais aussi à Montréal, à Shanghai, et une entité en Afrique. Et Frédéric, toi, tu pilotes une série d'activités au sein de l'école de design de Nantes, et tu vas nous parler de ces aventures entre ici, Nantes, et là-bas, puisque vous avez essaimé. Et là, ça nous fait un petit clin d'œil à ici, là-bas de Benjamin. Oui, bah, merci Alok, merci de me donner la parole. Effectivement, je vais parler un peu de cette aventure. Alors, je vais en parler en partie, peut-être pas à l'imparfait, mais cette fois-ci au sens grammatical du terme, de la prétérition, puisqu'effectivement, on a démarré au sein de l'école de design Atlantique il y a une douzaine d'années maintenant, une aventure, ce qui était vraiment une aventure, et ce qui est toujours une aventure d'ailleurs, autour effectivement de la mise en place d'une stratégie, ce qui est devenu une stratégie d'antenne. Alors, d'antenne, c'est un bon terme polysémique, alors que l'antenne, c'est ce qui permet aussi de mieux recevoir. Et donc, qui en fait correspondait à une réflexion sur ce que pouvait être la stratégie internationale d'une école de design quand on habite dans une ville qui s'appelle Nantes, qui est une ville importante de l'ouest de la France, mais qui a la même problématique que toutes les villes en France qui ne sont pas Paris. C'est-à-dire que quand on dépasse la frontière française, en fait, on n'est plus repéré comme étant autre chose que l'extérieur de Paris, d'un point de vue du design, de la création, etc. Et donc c'est poser cette question de qu'est-ce qu'on pouvait faire d'intelligent à l'international et qu'est-ce qui pouvait effectivement nous faire devenir international pleinement et en sortant un peu des logiques centripètes qui sont assez habituelles dans les logiques d'attractivité territoriale, hein, c'est-à-dire faisons valoir nos qualités pour faire à toute force venir des acteurs internationaux sur notre territoire. Et on a pris la question à l'envers en se disant qu'est-ce qu'on peut apprendre du monde qui nous entoure, comment on peut s'immerger dans la réalité de nouvelles économies. On était dans les années 2000, fin des années 2000, donc vraiment une question de globalisation qui tournait à fond à cette période-là, on va dire, avec l'émergence des BRICS, etc. Et donc, comment on va apprendre de ces nouveaux contextes émergents
et comment on va pouvoir s'installer dans des endroits pour s'immerger, créer des expériences interculturelles totales pour notamment former des jeunes designers français à l'étranger et non plus former des designers internationaux, étrangers en France. Et donc, c'était un retournement de modèle qui était intéressant. On a démarré ça avec la Chine populaire, à Tsingtao et puis à Shanghai d'abord. Et puis, assez vite, on est arrivé en Inde dès 2010 avec un projet qui a connu des péripéties parce que, effectivement, là, pour le coup, on est dans l'imparfait au sens dont parlait Benjamin. C'est-à-dire que la réalité indienne, elle est thermodynamique, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais deux fois la même, d'un jour à l'autre et d'une semaine à l'autre. Et donc, il a fallu aussi s'adapter à cette réalité qu'on maîtrisait peut-être moins en termes de code, etc. Donc, on a démarré à Bangalore avec une institution qui s'appelle Shristi. On a déménagé sur la proximité de Delhi quelques années. Et puis là, on était installé depuis 2018 à Pune, dans le Maharashtra. Donc, à chaque fois, trois villes avec des histoires différentes, hein. Bangalore, l'universitaire, Delhi, la ville capitale, et puis Pune, ville industrielle, voilà, avec à chaque fois une histoire différente, des partenaires différents, etc. Mais toujours le même projet, en fait, de monter une cellule, une instance en fait, de formation pour les étudiants français qui venaient passer 2 ans en immersion dans ce contexte indien pour vraiment le vivre pleinement et en totalité, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je suis allé plusieurs fois en Inde, du coup, avec pour voir un peu comment ce projet évoluait. Et effectivement, il a évolué, je crois, avec l'Inde. Il a grandi avec l'Inde. Simultanément, c'est-à-dire que il y a 12 ans, on était dans une question de vraiment d'accompagner ce développement qui démarrait dans l'Inde, mais avec toutes les urgences aussi, tout ce qui fait la caractéristique indienne, tout ce qui n'est pas encore fait en fait en Inde, voilà, et qu'on sent immédiatement quand on arrive en Inde. Donc, nos jeunes designers en fait étaient très concentrés sur des sujets autour de l'urgence, de l'innovation sociale, etc., sur les premières années, on va dire. Et puis progressivement, cette dimension un peu, probablement un peu naïve, un peu humanitaire, on va dire, d'attitude qu'avaient les jeunes designers français en arrivant en Inde, on sent bien que cette chose-là est en train de se transformer. C'est-à-dire qu'on a des pratiques de design beaucoup plus diversifiées, avec beaucoup plus je dirais, de réflexion sur la stratégie du design pour l'Inde, pour le marché indien, pour la société indienne, et avec beaucoup plus de maturité, je dirais, qu'il y a peut-être à l'époque où Benjamin était jeune designer. Il y a donc une vraie maturation qui s'est faite très très vite, en moins de 10 ans, sur une approche du design qui s'est énormément professionnalisée, qui s'est énormément solidifiée, et qui traite de plus en plus de questions de stratégie et de moins en moins de questions, je dirais, on va dire de relations avec une tradition des métiers d'art ou des choses comme ça, et donc avec vraiment une accélération dans le XXIe siècle qui est très sensible en fait dans les sujets, dans les rencontres qu'on peut faire autour de ce projet indien, quoi. Donc ça, c'était vraiment une expérience structurante, alors qui est suspendue aujourd'hui, puisqu'on on sort de 2020-2021, crise Covid, voilà, avec une urgence sanitaire qui est vraiment extrêmement prégnante en Inde. On a été obligé d'arrêter les activités en Inde, de ramener les étudiants en France parce qu'ils ne pouvaient pas rester en Inde, de ramener les équipes en France parce qu'ils ne pouvaient pas rester en Inde. On a une coordinatrice de programme qui est française mais qui vivait en Inde depuis plusieurs années. Elle est rentrée en Inde parce qu'elle était accouchée en France en fait, dans cette séquence-là. Donc, une séquence extrêmement bousculée.
et avec un phénomène en fait qui me questionne, c'est-à-dire qu'on avait lancé ces projets de studio, on a aussi démarré quelque chose à Sao Paulo il y a 5 ou 6 ans, on a démarré quelque chose à Montréal il y a 3 ans, etc. Et on a aussi effectivement une école en Afrique, alors qu'on parlait en intro. Tous ces projets-là, en fait, étaient dans une dynamique qui était celle d'une globalisation qui allait de soi il y a 10 ans. Qui avait ses avantages, ses inconvénients, ses détracteurs et ses prosélytes, on va dire, mais qui n'était fondamentalement pas questionné, qui était un phénomène thermodynamique normal. Voilà, et ce qui a précipité peut-être cette crise sanitaire, c'est la sensation d'une déglobalisation, c'est-à-dire d'un retour à la maison, on va dire, du fait d'une planète qui change de sens de rotation et se met à revenir en arrière, on va dire, dans la fluidité, dans la capacité des personnes, des marchandises, des services à se déplacer d'un point à un autre du globe. Et, donc, c'est vraiment questionnant parce que par rapport à l'objet pédagogique qu'on a créé, c'est-à-dire des programmes transculturels dans lesquels on fait le pari est de dire des jeunes designers français vont s'immerger dans une culture donnée et à partir de là, ils n'auront plus peur de rien. Ils vont devenir des designers internationaux, mais avec une double culture. La culture française dans laquelle ils auront été formés initialement et dans laquelle ils ont grandi, là, pour la plupart. Et puis la culture locale, la culture indienne, en l'occurrence si on parle de l'Inde, et l'expérience indienne, je dirais, qui va leur donner une ouverture et une ouverture d'esprit, une capacité d'adaptation qui sera bien meilleure que celui d'un étudiant qui aura fait juste 6 mois de stage éventuellement en fin de cycle ou un bout d'échange quelque part, quoi. Et donc, cette idée de former des designers qui soient à l'aise partout sur la planète, comment elle vient se percuter avec cette déglobalisation qui est en cours, enfin en tout cas qui nous a touché et impacté là sur cette séquence 2020-2021 et voilà, est-ce qu'on est face à un phénomène qui est conjoncturel, c'est-à-dire que est-ce que les choses vont se rétablir en fait une fois passé la sidération de cette séquence de pandémie, ou est-ce qu'au contraire on est sur une deuxième séquence de temps long et effectivement, est-ce que progressivement, on va être obligé de replier les bagages pour revenir dans notre frontière, dans notre univers connu derrière, et est-ce qu'on n'a pas vécu une séquence finalement qui était une brèche et on va revenir finalement à une planète plus territorialisée, on va dire. Voilà. Ça, c'est vraiment des interrogations en termes de projet pédagogique, hein, c'est-à-dire de formation des designers. On prend pour donné, pour acquis souvent que l'ouverture d'esprit, la curiosité, la capacité à s'adapter à des milieux différents fait partie du bagage du designer. Et est-ce que c'est une vérité qui sera permanente? Voilà, c'est une question que j'ai envie de vous poser ce soir, sur laquelle j'aurais envie d'échanger. Voilà. C'est les questions qu'on se pose, en fait, qui sont amenées aussi par l'imperfection du temps qu'on vit, quoi. Merci Frédéric. Entre réalité thermodynamique et brèche spatio-temporelle, Julie, il y a de la matière à explorer et on va avoir l'occasion d'échanger. Et au passage, Fernando nous souligne l'expérience qu'il a au Brésil, à São Paulo, où il travaille avec l'école de design de Nantes. Tout à fait, ouais. Et donc là, ça nous montre aussi des interconnexions. On parle avec Frédéric des interrelations, où Frédéric a centré son propos sur les interrelations entre France et Inde. Mais dans Design Open, on ouvre aussi à d'autres territoires. Il y a quelques semaines, on a fait un Design Open qui connectait le Brésil à l'Inde et à la Malaisie à travers l'Europe. Et ça nous a donné 9 intervenants qui exploraient ces interconnexions. Ici, on prend la francophonie, la langue française, comme étant vecteur de partage de nos réflexions et comme matière à provocation. La provocation, elle est la suivante, et on va, sur cette provocation, donner la parole à Isabelle. C'est que
la France ou la francophonie a tendance ou a eu tendance à voir le design comme étant un art décoratif, le centre de gravité étant les arts décoratifs. Or, comme vient de le souligner Frédéric et comme faisait allusion à cela Julie, c'est que le design est matériau stratégique. Le design est, je le disais en intervention, est pratique contextuelle. Le parcours de Benjamin nous montrait la difficulté dans ces contextualités, à s'adapter. Et Frédéric, tu nous proposes ces formations studio à travers la planète pour inciter les étudiants à développer ces capacités d'adaptation, ce qu'on appelle en mauvais français les soft skills. Et ces soft skills, comment vont-ils évoluer dans ces brèches spatio-temporelles que nous offre la pandémie et ce qui va suivre? Bref, beaucoup d'interconnexions que je propose là pour mettre Isabelle en situation de rebondissement. Et en quelques mots, Isabelle Verrillac dirige et l'international et l'innovation à la Cité du Design à Saint-Étienne. Et la Cité du Design à Saint-Étienne est un pôle majeur sur la scène francophone et sur la scène mondiale en termes de qu'est-ce que le design aujourd'hui, qu'est-ce que le design serait demain ou sera demain à travers expositions, à travers rencontres, à travers événements, mais aussi à travers le pôle éducatif qui est représenté par l'école de design. Isabelle, merci d'avoir pris du temps et de te joindre à nous et d'interagir avec tous ceux qui sont là dans cet espace virtuel où l'écran plat commence à se fissurer à travers toutes les questions qu'on pose. Et Julie nous provoque en disant la chose lisse qu'est notre écran, il faut qu'on commence à la torturer. Et donc, Isabelle, tu as le lourd tribut de torturer cet écran, de réagir sur ce qu'a proposé Frédéric et ce qu'ont suggéré Julie et Benjamin, et de nous parler de comment tu vois la Cité du Design aujourd'hui, demain et après-demain. Je te pose une méta-question, mais on va pouvoir interagir. Alors, merci Alok. Bon, je vais attraper le fil par le titre d'abord, le vivre. Je vais dire, moi, en continuité de ce qu'a dit Frédéric, je vous proposerai le vivre ensemble et la collaboration, parce que c'est ce qui me motive et qui m'anime dans ma vie de tous les jours, de créer des projets, de créer des collaborations. Alors, comme tu l'as dit, qui suis-je? Je dirige à la fois l'innovation et l'international à la Cité du Design. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est tout à fait mon parcours, puisque au départ, je suis ingénieure en matériaux, ayant fait même un doctorat en physique-chimie des matériaux, mais qui a toujours voulu faire du design. Donc, quand le parcours de ma vie a fait que je suis revenue à Saint-Étienne et que j'ai pu côtoyer l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne, j'ai fait un post-diplôme sur matériaux et design. Donc, j'ai un petit peu de design, mais je ne suis pas designer. Moi, je passe ma vie à designer des projets, en fait, designer des écosystèmes de partenaires et qui vont aller de ici à là-bas, et ben ici Saint-Étienne, parce que je suis fondamentalement stéphanoise. Je suis partie mais revenue, et c'est vrai que je porte mon territoire. Et ce qui est passionnant, en fait, c'est de lier des collaborations à l'international, donc du local à l'international. Comment on peut faire rayonner son territoire, Saint-Étienne, à l'international. Ce qui me surprend à chaque fois quand je suis à l'international, justement, c'est que les gens, en fait, connaissent Saint-Étienne, pas seulement pour le foot avec les Verts, mais aussi pour le design et par la Biennale internationale du design. Ils en ont une haute estime et ils trouvent ça magnifique. Et c'est souvent sortir de son cadre et de son territoire pour se rendre compte de ce qui a été fait sur son territoire. Et là, je salue Josiane Franck, que j'ai remplacée justement à l'international, qui a construit cet international autour de l'école, autour de la biennale et maintenant autour de la cité. Alors, notre stratégie, nous, elle est sur les réseaux et de croiser en fait les différents publics, puisque on a parlé de l'école,
Donc, on a cette mission d'enseigner l'art et le design. La Biennale, donc, on a cette mission de diffuser la culture, de la valoriser du local à l'international et aussi d'accompagner. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée à l'origine à la Cité du Design en 2007 pour créer cette relation avec les entreprises et ce qui est devenu le pôle entreprise et innovation. Et donc, on travaillait plus particulièrement au niveau local et régional pour justement faire ce lien déjà du lien entre les designers et les entreprises, et puis entre les designers et les collectivités. Puis, on est passé au niveau national avec notamment le pilotage des assises du design en 2019 pour arriver à avoir une politique. Donc, Frédéric était bien sûr dans cette équipe avec tous les acteurs français, comment on arrivait à avoir une identité, une politique nationale du design. Et puis, à l'échelle internationale, là déjà, donc, mes collègues et Josiane avaient fait énormément de travail puisque depuis 2010, Saint-Étienne est ville UNESCO créative de design, ce qui nous permet d'être dans un réseau de 40 autres villes de design et de créer des collaborations, des projets. Donc, on va croiser tous ces réseaux UNESCO, mais les réseaux de professionnels, donc au niveau des professionnels, au niveau européen, en fait, nous faisons partie du BEDA, que j'ai le plaisir de présider depuis très peu. Le BEDA, c'est le Bureau of European Design Association, donc cette fois les centres de design et les designers professionnels. Au niveau de l'école, on a 69 partenaires internationaux. On fait partie, bien sûr, de ELIA, Cumulus. D'ailleurs, j'ai croisé l'école de Nantes aussi dans des conférences il n'y a pas très longtemps. Donc, ce qui est intéressant dans cette position, c'est de croiser ces réseaux et de croiser les publics et de monter des projets qui vont à la fois pouvoir associer des étudiants, des entreprises, des chercheurs, des collectivités. Donc, c'est vraiment ce qui me porte et qui fait que pour moi, le design, c'est ça. Et quand j'ai des amis qui ne comprennent pas ce que je fais, j'en ai même dans la famille encore depuis le temps, je finis par leur dire, on travaille pour inventer un monde meilleur, un monde qui soit plus beau, plus respectueux de la planète. Puis oui, c'est tout en fait, ce n'est pas que les produits parce qu'ils sont encore sur le design de produits, c'est aussi tous ces services, c'est aussi comment on vit, comment on travaille ensemble et comment on vit ensemble. Donc, c'est vraiment sur ces réseaux-là qu'on construit notre développement avec donc à la fois créant des formations en partenariat avec la Chine. On a un master aussi avec la Corée, avec Pékin. Donc, c'est des développements à différents niveaux. Et on a vécu tout ça, comme vous tous, via les écrans plats, donc. Mais ça ne nous a pas freinés, en fait. Et je dirais, alors c'est différent, mais ça a même multiplié les collaborations. Parce qu'avant, pour le BEDA, on se déplaçait 4 fois par an pour faire un conseil d'administration. Maintenant, on en a un tous les mois. Pour UNESCO, tout est prétexte en fait de dire finalement c'est si facile, on se connecte et du coup on développe un projet. Donc on avait lancé un projet avec UNESCO sur la mobilité du futur. On a réussi à le faire avancer, à faire avec des workshops en ligne. Alors c'est compliqué, différent, mais je crois que ça restera quand même parce que c'est si facile, c'est aussi respectueux de la planète. Alors bon, le numérique a ses défauts, mais là, tout à l'heure, ce matin, j'étais dans une conférence à Gera, donc des grandes écoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Même à cette échelle-là, on était 100 personnes. Si on avait déplacé les 100 personnes, quel gâchis de temps, de pollution, etc. Donc, comment on peut en tirer le profit, en fait, et je suis convaincue qu'on va travailler autrement. Je rêve de retrouver, bien sûr, Alok et de boire un verre avec toi à Bruxelles. Et j'espère que bientôt, on pourra le faire. Mais n'empêche que nos modes de collaboration sont hyper impactés. Et
Et il faut arriver à en tirer le positif de tout ce que l'on a vécu. Voilà, donc voici ce que moi j'ai reçu comme transmission à distance, mais c'est dur, hein, parce que c'est vrai qu'il y a une inflation des réunions, une inflation de la série. On met une réunion toutes les heures et du coup, on n'a plus le temps d'aller boire un café. Donc, il faut aussi arriver à maîtriser ça pour arriver à revenir à quelque chose d'humain. Voilà, je crois que c'était les messages que je voulais vous faire passer dans mon discours. Merci. Et je vous Merci remercie. Isabelle. Ce qui est amusant, c'est que ça rentre en résonance avec la première intervention de Benjamin entre imparfait et parfait, et où on voit qu'il y a des éléments qui entrent en connexion. Julie, est-ce que les 2 questions provocations que tu avais suggérées aux autres intervenants, tu souhaites les revisiter sur base de ce que tu as entendu? Et puis, on va rapidement demander à l'une et l'autre de réagir sur les propos des autres, et puis demander à Fernando, Régine, Elisa, s'il y a Giuseppe, s'il y a l'une ou l'autre réflexion. La chose qui est imparfaite, de mon point de vue, si je peux me permettre, c'est le temps. Il y a 1 heure qui vient de passer et je n'ai pas vu passer cette heure. Et je pensais qu'on aurait plus de temps pour interagir. Mais si vous en êtes d'accord, et si on peut rester quelques minutes de plus, dépendant de vos emplois du temps, on peut garder des moments d'interaction et puis on verra ce qui va se passer. Julie? Oui, merci Alok et merci Isabelle d'avoir un peu rebondi sur ce que j'ai dit. Je voudrais un peu nuancer, je ne critiquais pas l'ensemble des interactions qu'on peut avoir à travers nos écrans, et au contraire, je te rejoins sur le fait que ça a facilité l'échange, ça a facilité aussi le fait de rencontrer des personnes au-delà des frontières, plus simplement en se disant bah, connectons-nous. Moi, je parlais vraiment de la transmission au sens de l'éducation et aussi d'apporter du savoir à des publics qui n'ont pas forcément le recul ou l'esprit critique pour l'aborder correctement, et qui du coup doivent à la fois recevoir le savoir et à la fois l'appréhender et se l'approprier. Et donc c'est comme ça que je disais que l'écran était un peu imparfait pour ça. Mais dans la discussion, l'écran est un bon objet de discussion, hein, tout à fait, je rejoins là-dessus. Super, mais ça… Oui, vas-y, excuse-moi. J'avais peut-être une question de provocation, comme tu le dis, Alok, par rapport au discours d'Isabelle. C'est sur le fait que le design donc, devient du design de l'UNESCO, etc. Et donc le design devient patrimonial, on pourrait dire. Et le design de service, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, de tout ce qu'on utilise comme objet du design immatériel, peut-il aussi devenir objet du patrimoine dans toute son immatérialité? C'est une question. Objet du patrimoine. On utilise en fait, étant même la cité du design étant elle-même très ancrée dans son territoire, en fait, tout ce qu'on fait est aussi un facteur d'attractivité. En fait. C'est dans ce sens-là où ça devient un outil du patrimoine, mais pas plus par rapport à une action territoriale comme à Nantes, par exemple, où on utilise vraiment le design dans toutes ses formes pour se transformer la ville. On a une design manager qui travaille avec les équipes de la ville et de la métropole. Et on est vraiment de plus en plus loin du produit, effectivement. On est plus sur des modes de vie, du service, du participatif. Et chacun s'y retrouve, en fait. Et bien sûr, il y a toujours du produit, mais c'est parce qu'il faut le matérialiser à un moment donné. Mais pour nous, c'est vraiment un levier très fort
Donc, c'est peut-être pas patrimoine, mais c'est vraiment un levier d'attractivité énorme pour notre territoire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Julie. Merci Isabelle et Julie. Je pense qu'on a là déjà de la matière pour avoir 1 heure de discussion en plus, tellement ça peut être dense. Et Fernando, toi qui es au Brésil, des réactions par rapport à tout ce que tu as entendu, vu que tu nous apportes un point de vue de l'ailleurs, puisque nos échanges étaient centrés fort sur l'Inde et la France. Oui. Oui, je peux pas. Bon. Bon, pardon mon mauvais français, mais j'ai essayé de parler quelque chose. Bon, c'est une opportunité d'apprendre avec vous tous et j'ai eu l'opportunité de connaître la Biennale Saint-Étienne en 2002, que j'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Le travail d'Isabelle, de Josiane Franck, d'Isabelle aussi, et le travail aussi de Nantes, de l'école de Nantes à São Paulo, avec les étudiants. Et ça, ce que je pense, c'est la question de la imperfection, non? Qui, c'est une chose très importante pour moi. Parce que le design, comme on dit, le design, c'est forme, fonction et émotion. Alors, si on a émotion, on a l'imperfection. L'émotion, ce n'est pas une chose comme ça. Et ce que j'ai dit aux étudiants de Nantes, à São Paulo, on a travaillé ensemble, c'est que le Brésil, c'est je crois, le pays le plus imperfect. Mais c'est une qualité. C'est une qualité. Parce qu'on a reçu les immigrants de partout le monde et on a une diversité fantastique, culturelle, religieuse, culinaire, etc. Et ça, c'est ce qui nous donne l'envie de travailler avec des différentes cultures. Et j'ai appris beaucoup avec, bon, si je parle de Saint-Étienne, à Nantes aussi, avec les étudiants. Et c'était fantastique de travailler avec les étudiants parce qu'ils ne connaissent pas la perfection. Ça c'est une chose fantastique. Parce que chaque fois qu'on va faire une chose, ils me demandent, on fait comme ça. Je ne sais pas. C'est la première fois que tu fais ça. C'est peut-être la première fois que je fais aussi. Donc, ce que j'ai bien appris de toute la conversation, de tout le monde, merci à tous. C'est une chose fantastique de comprendre mieux j'ai écrit ici, mais j'ai l'habitude de dire que le design est l'outil le plus puissant pour démolir les impossibilités et favoriser le changement social. C'est ça que j'ai m'aperçu de ce que tout le monde a dit ici. Je me remercie. Merci Fernando, et c'est une belle mise en perspective du premier mot prononcé par Benjamin, qui est la notion d'imperfection, perfection. Et là, je vois qu'il y a des belles interconnexions qui se mettent en place. On est en train de dépasser notre timing, notre temps de plusieurs minutes, et ce que je suggère, c'est peut-être 2-3 derniers mots de la part de Frédéric, Benjamin, et puis s'il y a l'une ou l'autre question brûlante. Et au passage, je remercie Elisa qui nous a fait du live translation. Si vous avez l'une ou l'autre remarque brûlante, et puis on aura l'occasion de continuer nos conversations via d'autres canaux. Benjamin, vu que tu as vu ce mot rebondir de manière thermodynamique là, au fil de notre petite heure d'interaction. Non, mais c'était très intéressant. Moi, j'ai juste un petit rebond sur le discours de Frédéric, sur le côté que c'est quoi demain? Est-ce que la globalité, on va la revoir, on la revisite? Moi, en ce moment, j'ai l'impression, en fait, depuis 2 ans, que je découvre un nouveau pays qui s'appelle le pays Covid.
Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que je le trouve imparfait. Et au final, il nous a fait avancer sur pas mal de choses. Donc, il n'est pas si imparfait que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, je sais pas, j'espère qu'il ne va pas trop exister longtemps, ce pays, pour plein d'autres choses, pour l'émotion, voilà, il ne faudrait pas qu'il devienne trop parfait quand même. Mais ce qui m'intéresse, moi, en final, c'est de dire que moi, ce qui m'a plu d'aller à l'extérieur, c'est de prendre des chocs. C'est se réveiller. Donc, je pense que pas mal de gens se réveillent en ce moment. J'espère, du moins. Et chacun Oui, verra. on est plusieurs à l'espérer. Voilà, c'était pour ma petite. Oui, super. Si vous en êtes d'accord, Elisa ou Adrien ou Régine, l'une ou l'autre réaction? Oh. Allô? Yes, je ne sais pas si le dire en français ou en anglais. Je voulais dire en les deux langues. Et, je pense que le design est une manière, je dirais, transversale de transformer la manière dont on fait les choses. Et je pense que cette notion de designer, je pense que ça va être le futur de la plupart des postes. Non? J'ai fait du design dans plusieurs travaux avant, et même si je n'avais pas le rôle de designer, mais j'ai dû le faire parce qu'il fallait changer les choses dans les entreprises et conduire les changements. Et ça veut dire qu'il faut apprendre à faire ça et transformer les choses avec des méthodologies ou des outils de design. No? And in English, I was telling that that even if I don't hold the role of designer properly, I have been exposed to many changes in companies. So I have learned how to design new services or new things. And I believe that design is going to be this transversal requirement for many posts, many positions, in order to be able to really make a change in companies. So, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez sur le futur du design pour les non-designers. And I would like to know what you think about design from the point of view of non-designers, how it's going to be, I don't know, how it's going to work in the future of workplaces. So, Elisa, you are opening up a very big question here, Yeah. which will require us to have an extra design open session. I see, on a Giuseppe dans la salle, si je peux utiliser ce terme, Giuseppe. Et je vais vous annoncer que Giuseppe sera un des intervenants de Design Open le 23 septembre. Merci, Giuseppe, d'avoir accepté ça. Et Giuseppe, le défi qu'on va te donner, c'est répondre à la question d'Elisa pour le 23 septembre, vu que le temps court. Très bien. Et comme ça, Elisa, tu vas être obligée de revenir. It's a way to have you back here. Et puis de pouvoir continuer notre session, vu qu'il est déjà 10 minutes après la séance et je souhaite respecter le timing de chacun d'entre vous. Vous avez d'autres activités. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci d'avoir interagi et d'avoir proposé vos vues. Fernando, bon appétit si tu n'as pas encore déjeuné. Nous, ici, on va aller souper ou pour ceux qui sont en Inde, ça va être le dernier post-dessert après le repas. Vous savez que quand j'étais en Inde, ils mangent à 23 heures. Je ne sais pas si Benjamin, tu te souviens de ça. À 22 heures, 23 heures, on mange encore. Et donc, merci à toutes et tous d'avoir interagi, d'avoir contribué. Merci à Soudaï et Samy d'avoir mis en place les choses dans les coulisses. Il ne me reste plus que à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, une bonne nuit pour ceux qui sont en Inde.
et vous proposer de nous retrouver le 23 septembre. Et entre-temps, on va continuer certaines de nos conversations à travers d'autres canaux. Merci Julie, Isabelle, Frédéric et Benjamin d'avoir joué le jeu pour cette première et au Blend Web Mix de nous avoir associés en tant qu'événement off. C'était une aventure, entre guillemets, périlleuse de se lancer en français dans un environnement qui était vachement anglophone. So, thanks Sudai and the Spread team to have given us this window of speaking French, such a beautiful language. I'm a Francophile, so I love speaking French, and it was a pleasure to have all of you. And we'll meet again on September 23rd with Giuseppe and some other speakers, and we'll continue and dig deeper and deeper into the multiple dimensions of what is design, what could be design, what will be design. On va se retrouver le 23 septembre et on va continuer à déconstruire et à reconstruire les notions de design. Belle soirée. Ouais, merci à toi, Alok, d'avoir mis l'étincelle. Thanks. Merci. Thanks. Thank you et see you soon on the network. Thank you too. Bye. Bye, everybody. Bye. Thank you guys. Bye-bye. Have a good evening. Thank you.